Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de votre fidélité à Digital Congo. Merci aussi de votre fidélité à votre émission Entretien. Entretien de ce jour est une émission Entretien spéciale qui reçoit également une personnalité spéciale. Il s'agit de Nana Mananina Kyumba, qui est ministre près le président de la République. Nana Mananina, bonjour. Bonjour. Madame la ministre, merci de nous avoir reçus. Nous vous avons vu à l'œuvre, nous vous avons vu au four et au moulin, en train de chercher des solutions pour une pacification durable de Kwamouth, du Grand Bandundu en général. Là où il y a eu tant de conflits, là où on a dénombré de morts, d'où vous est venue cette force et cette détermination de descendre sur le terrain? Merci pour la question. La force m'est premièrement venue de Dieu. Parce que nous qui sommes chrétiens, nous ne cessons de dire que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Et deuxièmement, la force m'est venue de notre président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce qu'il a donné sa parole, il nous a bénis et il nous a donné la mission. Face à une demande comme ça, une instruction, nous ne pouvons que recevoir, accueillir positivement la démarche, surtout que nous savons que quand il nous envoie, il est derrière nous. Et c'est un élément majeur pour que nous puissions rester déterminés. C'est là les deux sources de notre motivation et de notre force. Vous avez cité le président de la République et nous savons que dans ce conflit Tekeaka à Kwamouth, qui a tant fait parler de lui, le président de la République, comme tout le monde, craignait l'extension de ce conflit. Nous l'avions déjà appris qu'il touchait déjà les portes de Kinshasa, la capitale. Le président de la République avait décidé de prendre personnellement en main cette affaire. Mais il vous a choisi, vous et les autres membres de l'équipe. Je rappelle qu'il y avait le roi Mini Congo, mais également le vice-ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qui peut expliquer le choix porté sur vous et les autres membres de l'équipe par le chef de l'État pour réaliser cette tâche? Ce qui explique ce choix, c'est que premièrement, moi je suis ministre près le président de la République. Et donc l'oreille du chef? Je ne suis pas ministre près de la présidence, je suis ministre près le président de la République. Prendre les choses en main à son niveau veut dire utiliser qui il veut, selon ses capacités, à résoudre un quelconque problème. Le choix a été porté par mon ministère, le ministère de l'Intérieur, mais aussi le roi Mini Congo, qui est chef traditionnel, grand chef coutumier traditionnel. Alors, le président ne nous a pas choisis au hasard. Parmi mes attributions, je suis censée l'accompagner dans sa mission de renforcer la cohésion et l'unité nationale sur toute l'étendue de la RDC. Kwamouth fait partie de l'étendue de la RDC. Et le ministère de l'Intérieur, c'est aussi dans ses attributions d'œuvrer pour la sécurité et la paix. Et les chefs traditionnels, étant des gens capables à pouvoir faire la médiation, ont aussi été ajoutés pour privilégier les dialogues. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant ça, il y avait déjà l'action gouvernementale, il y avait nos militaires sur terrain, mais le président a vite compris qu'un tel conflit ne pouvait pas être résolu par des armes seulement. Il a fallu le dialogue, la négociation, la médiation, chose qui justifie cette commission que lui-même a instituée. Et lorsque vous êtes descendu sur le terrain, vous avez peut-être sûrement rencontré aussi de la résistance, peut-être de la part des guerriers eux-mêmes, les protagonistes, les jeunes guerriers, peut-être aussi de la part de ceux qui étaient censés vous accompagner dans la réussite de cette mission que vous a confié le chef de l'État et le gouvernement dans tout ça. Est-ce que vous vous êtes senti soutenu? Vous êtes-vous senti accompagné par le Premier ministre, par exemple? Oui, le Premier ministre ne cesse de nous accompagner parce qu'ensemble,
nous exécutons les ordres du commandant suprême. C'est grâce au Premier ministre que nous avons nos ordres de mission, c'est grâce au Premier ministre que nous avons de moyens pour descendre sur terrain. Pour parler de la résistance, ça ne doit pas être un fait du passé parce que nous continuons à vivre la résistance. Mais cette résistance, malheureusement, ne provient pas des enfants qui sont dans la forêt, moins encore de ceux avec qui nous sommes, mais malheureusement, de politiciens et de mains noires qui peuvent se retrouver derrière. Quand je dis mains noires, je vois tout Congolais qui est derrière. Parce que les noms sont cités, les actions contraires à l'action du chef sont observées. Et c'est cette résistance-là qui nous inquiète. Pendant que tous nous devrions œuvrer dans le sens de promouvoir la paix, de faciliter l'atteinte de l'objectif que s'est assigné le commandant suprême. Mais malheureusement, vous apprenez qu'il y a X, il y a Y, qu'il y a un mot sur tel groupe, sur tel autre groupe, mais qui ne facilite pas la réalisation de la mission. Et nous continuons à lutter contre ces résistances. Donc, je voulais vraiment insister qu'on n'avait pas rencontré la résistance, nous continuons à rencontrer et à vivre des résistances. Et justement, lors de vos sorties médiatiques, vous avez interpellé les tireurs de ficelles pour qu'ils arrêtent. En quelque sorte, vous qui êtes descendu sur le terrain, vous pouvez à ce jour nous expliquer qu'est-ce qui a été réellement à la cause de ce conflit qui a fait tant de morts et qui a aussi beaucoup fait parler de lui, pas seulement en RDC, mais à travers le monde. Voilà, à la base de ces conflits, nous pouvons citer premièrement la redevance coutumière. C'est ce qui a été à la base. Un matin, les fermiers se sont retrouvés face à une augmentation de la redevance. Parce que c'est vrai que le concept facile à dire actuellement, c'est le conflit Teke-Yaka. Ce conflit n'est pas le conflit de Teke et de Yaka. C'est un conflit de Teke et les fermiers. Parmi les fermiers, nous avons la majorité des Yaka. Nous avons aussi d'autres tribus comme les Mbala, les Luba, les Bangala, les Soukou et quelques étrangers. Donc ces conflits-là, c'est entre les peuples Teke et les fermiers. Avant, comme taxe de redevance coutumière, ils payaient 2 sacs de tout ce que vous produisez. Et un matin, ils se réveillent, le taux est allé à 5 sacs. Donc même quand vous avez produit 3 sacs, vous devez trouver 2 autres pour ajouter et payer. Alors, tout naturellement, comme première réaction normale d'autodéfense, la résistance. Ils ont résisté. Non seulement ils ont résisté verbalement, ils ont résisté aussi par écrit. Ils ont saisi la hiérarchie, ils ont écrit au ministère de l'Intérieur, qui à l'époque a interdit cette pratique parce que ça ne répondait pas aux normes. Alors ils se sont servis de la réponse du ministère de l'Intérieur pour dire non à cette pratique. Chose qui n'a pas plu aux Teke et ce sont eux qui ont commencé à tuer. Lors d'une discussion autour du sujet, un chef est entré chez lui, il a pris son arme, il a tiré sur un fermier, Ngongo, qui n'était même pas Yaka. Et cet acte a été à la base. C'était le point de départ. Alors, premièrement, je parlais de la redevance, de l'augmentation de la redevance coutumière. Mais à côté de ça, il y a aussi l'action politique. Pourquoi cette augmentation brusque? Nous avons appris des sources sûres que la cause était liée au positionnement politique. Il faut aujourd'hui clarifier que l'espace étant l'espace de Teke est aujourd'hui envahi ou habité par des Yaka. Les Yaka sont plus majoritaires que les autochtones. Alors, face à des réalités comme ça, quand il y a élection et qu'un Yaka postulé, certainement il ne sortira pas. Et les gens du coin aussi réclamaient n'avoir pas été choisis pour être nommés au gouvernement. Donc, ils ont perdu des postes.
il y a aussi cette influence politique en rapport avec les positionnements qui, au fait, a utilisé comme stratégie l'augmentation de cette taxe pour révolter les Yaka, les chasser de l'espace et rester seuls. Et troisièmement, à côté de ça, j'ajouterais un peu pour ne pas dire la naïveté, mais nos frères et sœurs n'ont pas pris le temps de bien digérer l'influence politique. Parce qu'ils pouvaient aussi dire non à ces stimuli. Ils pouvaient refuser que ce n'est pas une bonne démarche. Mais curieusement, la population aussi a un peu naïvement adhéré à la proposition, chose qui nous a amenés là où nous sommes. Donc, les trois causes pour moi, selon la réalité des terrains, c'est l'influence politique, c'est l'augmentation de la redevance coutumière, et puis c'est un peu la naïveté de tous ceux qui ont obéi à cette... Autant de questions alors qui demeurent encore posées, mais dans votre action, vous êtes descendu sur le terrain et vous avez opté notamment d'encadrer, de prendre et d'encadrer les jeunes autrefois guerriers, ceux qui faisaient parler de la machette, pour les amener dans des centres de re-encadrement, si je peux dire. Et pour quelle finalité alors, si le fond du problème n'a pas été résolu? Cette mission a trois phases. La première phase est celle de l'évacuation de ces enfants. Parce que plus les enfants traînent là-bas, plus ça devient difficile d'aller vivre là-bas. Et nous sommes pendant cette première phase d'évacuation. La deuxième phase sera celle de résolution de conflit, du dialogue, de la réconciliation entre les chefs coutumiers des deux camps et la notabilité. Parce que je vous informe que il y a des chefs coutumiers qui ont été décapités, enterrés en partie, en moitié. Et face à un conflit du genre, il faut que les deux camps se retrouvent autour d'une table, posent les problèmes, demandent pardon, se réconcilient, se font des promesses. Et cette phase sera la deuxième. La troisième phase, c'est la phase de la justice. Tout celui qui a participé de près ou de loin répondra de ses actes. Alors, la première phase, qui est celle de l'évacuation, phase en cours, consiste à appeler ces enfants. Ce n'est pas une tâche facile parce qu'on ne se pointe pas et demander à ces enfants de sortir de la forêt. Il y a des négociations qui se font. Il faut commencer par identifier leurs leaders, parler avec leurs leaders. Ils ont des conditions qu'ils donnent et c'est aux leaders de les convaincre, de les regrouper et puis de les mettre à votre disposition. Et cette phase-là, à notre niveau, s'arrête à prendre ces enfants et à les mettre à la disposition du ministère de la Défense. La suite n'est pas notre affaire. Et c'est ce que vous avez fait. Et c'est ce que nous faisons. Vous vous êtes beaucoup plus occupé des jeunes, c'est peut-être ça, c'était ça l'objectif de votre mission, mais le conflit Tekeaka a aussi généré des milliers et des milliers de déplacés. Quel est alors leur sort? Leur sort est géré par les gouvernements. Je crois que vous êtes au courant que le gouvernement prend en charge les déplacés en les assistant. Donc, il y a des moments d'assistance sociale organisés par les gouvernements, mais aussi il est prévu le moment d'insertion sociale. Donc, c'est au gouvernement de pouvoir non seulement s'occuper de ces enfants ou de ces personnes qui se retrouvent aujourd'hui en détresse, mais aussi à organiser leur insertion sociale. Mais déjà, les retours de cette population dans des villages qui avant étaient devenus presque vides, incendiés, prouvent qu'ils ont écouté et obéi à l'appel du chef de l'État, qu'ils regagnent leur sol et le ministère des Affaires sociales a comme tâche d'aller vers eux pour les assister. Aussi le ministère de la Santé qui, par ses services, envoie le médicament, ainsi de suite, pour prendre en charge cette population congolaise.
Merci beaucoup à vous, Nana Manouanina. Nana Manouanina, qui est ministre près le président de la République, scientifique, mais aujourd'hui, on entend parler de Nana Manouanina comme leader incontournable du territoire de Massimanimba. À travers cette émission, vous vous êtes retrouvé d'une certaine manière comme un poisson dans l'eau. Leader incontournable, ça, c'est pas moi qui le dis. C'est la population qui dit ça. Et ils savent, tous ceux qui disent ça, pourquoi ils le disent, qu'est-ce qu'ils voient en moi. Je ne peux que les prendre d'un bon côté, pas pour m'enorgueillir, mais pour me responsabiliser davantage face à cette population qui compte sur moi. Votre question est celle de savoir si vous êtes retrouvé comme je me suis retrouvé comme un poisson dans l'eau. Un poisson dans l'eau nage facilement parce que ce sont milliers de vies. C'est aussi mon cas. Donc, je suis dans Massi comme un poisson dans l'eau parce que c'est le sol de mes ancêtres, c'est mon territoire. Bien que le poisson peut aussi rencontrer des obstacles. Il peut rencontrer une pierre et puis dévier la pierre ou se cogner contre la pierre. Ça, ce sont des réalités internes. Mais je me suis sentie chez moi et quand j'agis pour d'abord les Congos, et pour les Congolais. Et cette nomination leader incontournable du territoire de Massimanimba, nous l'avons surtout entendu lorsque vous êtes descendu sur le terrain, vous en avez profité pour vous faire enrôler, mais entre-temps, vous avez aussi sillonné tous les territoires de Massimanimba. Est-ce que nous pouvons dire que les dés sont en fait jetés et que vous lancez un défi, car le message semble clair par rapport à tous ceux qui peuvent se revendiquer leader de Massimanimba? Pas de défi. Moi, je prône la cohésion et l'unité nationale. Et partout où je suis passée dans Massi, c'est vrai, quand les gens disent ça, parce qu'ils m'ont vu sur terrain partout. Peut-être que ceux qui m'ont précédé n'ont pas eu le temps de faire ce que je fais. Je suis passée même dans des coins reculés. Et la plupart des cas, vous arrivez là où on n'a jamais vu un ministre national atterrir. Descendre, interagir, écouter, parler, embrasser certaines personnes, c'est un fait qui paraît vraiment non habituel. Alors, ils se sont trouvés un mot pour qualifier ces actions. Mais moi, je ne peux pas aller en guerre avec tous ceux qui m'ont précédé parce que dans mon territoire, il y a des notables, il y a des honorables, il y a des ministres qui sont mes frères du terroir et qui m'ont précédé. Tout ce que je peux faire, c'est de me servir de leur expérience, écouter leurs conseils, leurs orientations, prendre les bonnes et refuser les mauvaises. Mais sinon, nous sommes ensemble et moi, je suis celle qui vient s'ajouter au groupe qui existe déjà. Je recommande la cohésion et l'unité. Il y a une question qui me hante parce que je suis face à vous. Permettez-moi de vous la poser. Vous êtes ministre, mais vous êtes d'abord scientifique. Vous êtes professeur d'université et puis de la prestigieuse université de Kinshasa. Vous sentez-vous à l'aise en tant que scientifique lorsque vous faites la politique? Puisqu'il y en a qui pensent même que science au vrai sens du terme, science pure, ne rime pas avec la politique. Je ne crois pas que la science ne rime pas avec la politique. Parce que premièrement, on dit que si vous ne vous occupez pas de la politique, elle s'occupera de vous donc, et des scientifiques. L'homme de science peut fuir la politique, mais la politique va les gérer et s'occuper d'eux. Deuxièmement, être scientifique, être professeur d'université, veut dire qu'on n'a pas oublié les 3 missions de l'université. L'enseignement supérieur a 3 missions. Premièrement, l'enseignement. Deuxièmement, la recherche. Troisièmement, les services rendus à la nation. Je pense que ma casquette de politique vient renforcer ou appuyer ma 3e mission qui est en rapport avec les services à rendre à ma nation. Donc, dans ma peau de politique, je ne suis qu'en train de rendre service à la nation congolaise comme ceux qui ne sont pas politiques, donc chacun dans son secteur, dans son domaine. Donc, aujourd'hui, je me retrouve en politique pour rendre service. Et justement, peut-être dans cette double casquette de politique et de scientifique, je peux demander peut-être votre avis. Le président Macron arrive imminemment à Kinshasa, en visite officielle, mais cette visite semble très controversée. Il y en a qui pensent que
Il serait malvenu. Pouvez-vous donner un peu votre avis à ce sujet? J'ai constaté, je venais en route, j'ai vu des gens de la population congolaise avec des messages où ils ne veulent pas que le président Macron arrive. J'ai vu en passant les Gabonais faire la même chose. Et le Congo, c'est un pays non seulement hospitalier, mais aussi un pays qui est libre de prendre des décisions. Venir ou ne pas venir dépend de la décision gouvernementale. Étant membre du gouvernement, je ne peux que m'allier à la décision gouvernementale. Mes sentiments de joie ou de tristesse ou de colère ne seront pas mis en exergue parce que je fais membre d'un gouvernement et je dois respecter les décisions du gouvernement. Et il est reproché à la France, comme aux grandes puissances en général, de ne pas avoir une position claire face à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Le retrait programmé du M23 n'a pas eu lieu sur le terrain. Comment faites-vous cette lecture par rapport à justement cette réticence pour la population congolaise? Est-elle justifiée par rapport notamment à ce qui se passe à l'Est? Justifiée à son niveau, ça je ne saurais pas, mais je fais la même lecture. Je ne l'ai pas encore suivi en train de compatir avec ce qui se passe à l'Est du pays. Et je m'arrête à ça, j'observe sans chercher à entrer en détail. Je n'ai pas entendu Macron nous appuyer comme on le voudrait. Peut-être qu'il le fait d'une manière ou d'une autre, mais moi, je n'ai pas suivi ça. Et un message, Madame la Ministre, aux populations de l'Est qui sont encore en train de souffrir face à cette guerre injuste nous imposée. L'Est souffre, c'est tous les Congos qui souffrent. Nous ne pouvons que compatir et avoir mal, parce que ce sont nos frères, nos sœurs qui souffrent. Ce que je dirais est que le Rwanda n'a pas commencé aujourd'hui. Ce qu'il est en train de faire. C'est depuis plusieurs années que nous sommes en conflit, en guerre avec les Rwandais. Et de tous ces temps, le Congo n'a fait que renforcer sa cohésion et son unité. On n'a pas su nous diviser. Et je demanderai au peuple congolais aujourd'hui que malgré ce qui arrive, malgré ce qui se passe, nous devons veiller sur l'intégrité nationale. Nous devons militer dans le sens de renforcer notre cohésion et unité nationale. Nous devons souffrir ensemble, nous devons nous réjouir ensemble. Alors, je demanderais vraiment que nous puissions faire preuve, une fois de plus, de la résilience. Pour que le Congo reste, nous aimons le dire, que le Congo restera un et indivisible, malgré tout ce qui peut se passer. C'est ce que moi je peux demander au peuple congolais. Gardons notre unité. Ce n'est pas le moment d'ailleurs de créer des fissurations au sein du Congo. Ce n'est pas le moment de nous diviser. Nous faisons face à l'étranger, nous devons rester unis pour faire face objectivement et efficacement à l'étranger. Et parmi les facteurs qui peuvent permettre justement de renforcer cette unité nationale, c'est la tenue des bonnes élections. 2023 est une année électorale. Avez-vous un message à faire passer parce que tous les Congolais attendent des élections crédibles, apaisées, voire même inclusives? C'est la volonté du chef de l'État qui ne cesse de répéter que nous aurons des élections libres et transparentes. Au peuple congolais, pour ceux qui sont en train de se faire enrôler, nous leur demandons de s'enrôler massivement parce que c'est l'une des conditions pour aller aux élections. Et que nous puissions travailler ensemble pour tenir des élections qui soient crédibles. Que le moment des élections, parce que c'est un moment d'ailleurs livré à des divisions, au tribalisme, au discours de la haine. J'aimerais que les Congolais retiennent que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise aujourd'hui, qui peut nous diviser demain. Donc, gardons notre cohésion nationale et nous allons aller aux élections pour élire une fois de plus, majoritairement, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est la ministre en charge de la cohésion nationale qui a parlé. Nana Mananina, merci. Je vous remercie. Et je rappelle que vous êtes ministre près le président de la République, professeur d'université à l'université de Kinshasa. Nana Mananina est également acteur politique. Vous l'avez suivi
appelée ces derniers jours leader incontournable du territoire de Massi Maniemba. Elle nous a donné cette opportunité d'avoir cet entretien. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci aussi à vous qui nous avez écoutés à travers les ondes de la radio. Merci beaucoup, Madame la Ministre. C'est moi qui vous remercie d'être passé.